Bien, avec grand plaisir, nous accueillons Nicolas Vaillatis, qui nous vient de très loin, de l'ENS Paris-Saclay. Il était auparavant passé par ici, mais rapidement. Peut-être qu'il reviendra par ici un jour. Et, euh, nous sommes tous les deux associés à Paris-Cité, Paris-Saclay, mais pas vraiment. À toi. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais faire un exposé, peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment un exposé de match, je vais plutôt raconter un peu mes aventures ces 15 dernières années. Et donc, j'espère vous convaincre que faire la différence, c'est vraiment un problème scientifique fondamental. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mathématiciens qui s'y intéressent pour l'instant. Et j'espère que au moins, ça vous incitera à aller regarder les défis intellectuels que ça pose. Et alors, la connexion que j'ai trouvée à travers différents travaux avec cette question de faire la différence, c'est à travers l'utilisation d'une courbe qui est également pas très connue des mathématiciens. C'est la courbe ROC. Je ne sais pas parmi vous qui connaît la courbe ROC. Ça s'écrit. ROC. ROC. Il y a une personne. Bon, si on va sur des bases de données, enfin de la bibliométrie de base dans des bases scientifiques, la courbe ROC, c'est largement au-dessus de plein de courbes célèbres en mathématiques et de plein de thèmes qu'on considère comme étant mainstream dans les communautés mathématiques. Si on compare à, je sais pas, l'évocation de Laplace dans toutes les communautés scientifiques, c'est à peu près 2 millions de références. Et là, on est à 1,5 million avec la courbe ROC. Donc, tout ça pour dire que dans la plupart des sciences expérimentales, c'est vraiment quelque chose qui est une référence. Et bon, je vais vous donner la définition et puis on va évoquer un peu les propriétés, comment on peut utiliser ces courbes. J'en dirai évidemment quelques mots plus en détail par la suite. Donc, il y a un argument central qui motive un peu cette réflexion. Alors, on est dans un monde où on fait beaucoup de statistiques, beaucoup de prédictions, etc. Mais en même temps, tout le monde sait bien, on est dans un monde de transition. Alors, il y a des choses dont tout le monde parle tous les jours dans la presse, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y en a une autre qui est très forte et qui, à mon avis, va vraiment bouleverser les choses du point de vue des politiques publiques, c'est la démographie. Et le fait qu'on vive plus âgé qu'avant, c'est aussi des défis pour la médecine, par exemple, parce que on doit prendre en charge des populations qu'on n'a jamais observées avant. Donc, il y a beaucoup de nouveautés dans ce monde et beaucoup de transitions. Et ça vient avec des capacités à observer des systèmes qui sont aussi démultipliés. Donc, à la fois pour observer, mais aussi pour évaluer. Donc, on est dans des problématiques qui sont en très grande dimension, quel que soit le système. Quand je parle système, ça peut être une personne, ça peut être une population, ça peut être un système, une ligne de production, enfin n'importe quoi. C'est des systèmes complexes avec des entrées et des sorties les entrées et les sorties vivent dans des espaces de grande dimension et il y a de la structure derrière, il y a souvent de la physique derrière tout ça. On n'est pas au casino. Et donc, ça pose la question de savoir déjà, est-ce que le présent, comme le passé, est-ce que si on fait une intervention, ça a un effet? Donc, ça peut être, je ne sais pas, si on change l'âge de la retraite, est-ce que ça a un effet ou non sur l'économie, etc. Et un élément essentiel, c'est dès qu'on fait de la quantification, ne serait-ce que calculer des moyennes, il faut qu'on s'assure qu'on est sur des plages de stationnarité relative, de stationnarité locale relative. Donc, c'est très important de pouvoir rendre compte des ruptures dans les régimes de stationnarité. Alors, on part, pour motiver un peu le discours aujourd'hui, d'un problème de politique publique qui est prévenir les chutes. Donc, les chutes, c'est identifié comme un problème très important en santé publique. Il y a même un plan anti-chute. Il y a le lien sur le ministère de la Santé. Donc, la chute, il faut savoir que quand on chute, l'espérance de vie, elle est de l'ordre de 6 mois après. On va coûter au système de santé autant qu'on a coûté pendant toute sa vie. Et donc, ça pèse. Il y a aussi, évidemment, c'est beaucoup de souffrance humaine. Les gens qui chutent souffrent beaucoup. Et c'est un coût pour le système, pour la collectivité, alors qu'il est estimé à 2 milliards d'euros en France. Et on a l'impression qu'à part recommander aux gens de faire de l'exercice, il ne se passe pas grand-chose sur le sujet. Et donc, on a une intuition qui est partagée avec des gens avec qui je collabore, qui sont pas, je n'ai pas commenté au début, mais il y a des mathématiciens, mais il y a aussi des neurologues, il y a des neuroscientifiques, enfin, c'est vraiment un collectif très diversifié. Et donc, on a cette intuition qu'il y a un enjeu à aller sur des politiques de prévention qui soient instrumentées par des outils quantitatifs. Donc, la question scientifique, quelle est-elle? Moi, je prétends que c'est un problème de maths. C'est-à-dire que les 80 kilos de chair fraîche, c'est un système complexe qui évolue dans un environnement complexe.
qui est dynamique, qui est paramétré par plein d'éléments. On est dans des espaces de grande dimension, il y a de la structure, il y a de la géométrie, il y a plein de choses. Et il subit des transitions de phase. Il est plus ou moins constant, mais il y a des moments où il y a des ruptures et des transitions. Alors, le petit problème qu'on a pour quantifier ce système, c'est qu'on n'a pas d'observation longitudinale. On n'a quasiment pas. Longitudinale, c'est d'observer dans le temps le même système, d'avoir des mesures au cours du temps. Le dossier médical, on en parlait pendant 30 ans, bon, ça commence à émerger, mais bon, après, est-ce que c'est des informations qui sont vraiment exploitables à des fins de prévention? Certainement, mais on n'a pas forcément la même finesse qu'on peut avoir quand on fait une évaluation ponctuelle, quand on va voir un médecin. Donc, il y a, bon, j'appelle ça un pansement, comme un pansement statistique, on travaille sur des populations. Donc, on a beaucoup de mal à parier parce que quelqu'un qui a soudain un AVC ou qui chute, on n'a pas son image avant l'événement dramatique qui lui est survenu. Donc, on n'a pas des données à parier. Hein. C'est ce qu'on fait dans tous les essais cliniques. Dès qu'on veut s'assurer de la validité d'un traitement, l'efficacité d'un traitement, c'est de prendre deux populations. On a ce qu'on appelle des critères d'inclusion qui visent à homogénéiser les populations le plus possible, se dire c'est à peu près la même distribution sous-jacente. Et on essaye après de comparer ces populations. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a fait les tests de comparaison d'échantillons en statistique, et je vais en dire quelques mots après, et ça va être un peu le cœur de ma présentation, pour voir comment on peut étendre ça dans des situations un peu plus générales. Donc, pour la question de la chute, évidemment, prédire une chute, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible ? Mais déjà, il y a une question de base qui est est-ce qu'un dispositif médical qui nous est présenté comme quelque chose qui va prévenir la chute ou détecter la chute, est-ce qu'il mesure effectivement des différences entre des gens qui chutent et des gens qui ne chutent pas? Et si oui, sur quels paramètres? Parce que ça peut nous donner une idée après de quels paramètres sont à surveiller. Il y a plein de maladies chroniques, on sait qu'il faut surveiller telle ou telle grandeur. Alors, la posturographie, je trouve un exemple très intéressant parce que ça produit finalement des données assez compliquées. C'est ce genre de trajectoires, là, ce sont des trajectoires qui sont enregistrées. Et d'ailleurs, c'est des couples de trajectoires, puisque en fait, ça correspond à la posturographie à évaluer donc l'équilibre statique d'une personne. Et c'est un des tests de base que fait un neurologue dans sa consultation, ce qu'on appelle le test du signe de Romberg. Donc, si vous avez des problèmes de vertige, des choses comme ça, il vous demande de vous tenir droit pendant quelques secondes, les yeux ouverts, et puis après les yeux fermés. Et le neurologue observe et fait un diagnostic après cette observation. Et donc, les consultations de neurologie, ça se passe comme au temps de Charcot, au 19e siècle. Ça, c'est l'œil du médecin qui se prononce. Alors, il y avait des articles, évidemment, il y a de la recherche là-dessus, et les enregistrements posturographiques, quand on regarde les publications, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça en 2012, à peu près, à l'hôpital du Val-de-Grâce, où on a développé un programme de recherche dans la consultation du neurologue du service de neuro du Val-de-Grâce avant qu'il soit fermé. Ça continue ailleurs maintenant, mais... Et à l'époque, c'était des publications avec 80 enregistrements. On faisait passer les gens sur des plateformes de force qui coûtaient à l'époque 15 000 €. Donc, on avait une, je crois, en région parisienne, une ou deux en région parisienne. Et en gros, on les allumait seulement pour faire une étude clinique. Mais en routine, ce n'était jamais utilisé. Et à côté de ça, on parlait de gamification tout à l'heure, il y avait dans les jeux vidéo, il y avait la Wii Balance Board, qui était une plateforme de force mise à disposition par Nintendo, qui faisait exactement la même chose, c'est-à-dire en gros, la plateforme de force, c'est des capteurs quasi piezo qui enregistrent des variations de pression et qui sortent une trajectoire qui ressemble à ça. Donc ça, c'est 80 €. Donc entre 15 000 et 80, bon, après, il fallait les valider, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas validés pour un usage médical en tant que dispositif médical. Donc c'est des choses qu'on a faites, mais juste pour vous illustrer un peu la question que je posais tout à l'heure, c'est est-ce que cette simple mesure d'équilibre, donc ça s'apparente, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas la Wii Balance Board, c'est comme un pèse-personne. Hein. C'est aussi léger, aussi transportable qu'un pèse-personne. Donc là, c'est un peu le jeu des 7 différences. On a des paires de courbes. Donc ça, c'est un non-chuteur. Je ne sais pas si les yeux ouverts, les yeux fermés, on a tout mélangé. Désolé. Donc ça, c'est les mouvements. Là, c'est les mouvements antéro-postérieurs, les mouvements médio-latéraux. Là, c'est un shooter. Ça, c'est un shooter. Ça, c'est un non-shooter. Alors, je n'ai pas l'information si c'est les yeux ouverts ou les yeux fermés. Mais en gros, c'est le jeu des 7 différences. C'est qu'est-ce qui rend ces trajectoires différentes les unes des autres. Et en fait, quand on en regarde plein comme ça, bah, ça ne saute pas aux yeux.
Donc, il y a des gold standards qui ont été définis à travers ces études par les médecins qui disent, bah oui, l'amplitude du mouvement, l'orientation des mouvements, etc., ça peut être atypique, etc. Mais dans les faits, c'est très, très compliqué de bien discriminer sur cette base-là. Donc, qu'est-ce qui est fait en biostatistique pour dire si deux populations sont différentes, deux échantillons d'observation sont différents? Donc là, nous, c'est des couples de trajectoires qu'on voudrait pouvoir différencier. Donc, ce qu'on fait en biostat, ce qu'on enseigne encore aujourd'hui, la base, c'est de faire des tests d'homogénéité en dimension. C'est-à-dire, j'ai des observations sur R, j'ai deux groupes, donc ça correspond à deux lois de probabilité. Et la question, c'est est-ce que c'est la même loi de probabilité ou est-ce qu'elles sont différentes? Et donc, les tests classiques, c'est soit on fait l'hypothèse que les lois sont gaussiennes, on fait du test de Student randomisé, donc c'est le test sur les moyennes empiriques. Oui. Juste à propos de la suite au moment où tu fais le protocole. Ah non, oui, pardon. Ou c'est quelqu'un qui tombe. En fait, c'est un essai clinique qu'on a fait, et donc on avait un questionnaire à 6 mois pour savoir si les gens avaient chuté. Donc on pouvait dire si, en fait, elles avaient chuté à 6 mois. Évidemment, il y a des biais dans tous les sens, et évidemment, enfin, il y a plein de limites, mais on avait cette information. Donc on peut se dire que 6 mois avant, les gens avaient déjà des troubles de l'équilibre qui auraient peut-être pu être détectés. C'était ça la question posée. Donc voilà, il y a des tests après qui justement laissent de côté l'hypothèse de gaussianité et sont des tests dits non paramétriques. On ne fait pas d'hypothèse sur les lois. Donc on va regarder par exemple, on fait des tests sur les médianes. Donc là, on peut regarder le rang des observations quand on les mélange. Et deux choses l'une, soit c'est la même loi, auquel cas les rangs ils sont distribués de manière uniforme quand on regarde les rangs d'un échantillon au sein de l'ensemble de la population. Donc ça doit suivre une loi uniforme si c'est bien mélangé, et si c'est pas mélangé, ben, il y a des biais, donc on doit pouvoir mesurer ces écarts à la loi uniforme. Et puis il y a Mann-Whitney qui est un test sur les inversions d'ordre des paires d'observations, donc on compare les observations 2 à 2, et chaque fois qu'il y a des rangs inversés, ben, on compte 1, et ça se relie directement au test précédent, donc c'est pour ça qu'on parle de test de Wilcoxon-Mann-Whitney, ils sont équivalents. Donc ça c'est la base. Et puis qu'est-ce qui se passe quand on a plein de paramètres? Parce que là on peut se dire sur les courbes que j'ai montrées tout à l'heure, on peut se dire, on n'a qu'à extraire des caractéristiques. Et donc, il y a des collègues dans des labos de maths pas très loin d'ici qui ont joué à ça. Ils ont dit, ah, mais oui, mais c'est un fiche stochastique, on les connaît bien, on va extraire, je ne sais pas, des coefficients, des dimensions fractales, je ne sais quoi. Donc, on extrait, parce qu'on a identifié que c'est un bel objet mathématique, les 2-3 paramètres qui comptent vraiment. Et on fait le pari que c'est les bons. Donc, on se base sur les paramètres qu'on a extraits à partir de ces trajectoires. Et je vais un peu vite. Donc, on peut avoir plusieurs paramètres comme ça, et on peut faire des tests multiples. Alors, le problème des tests multiples, c'est si on ne fait pas de correction avant, on a des faux positifs, c'est-à-dire que de manière statistique, on a de la significativité statistique dans toutes les grandeurs qu'on a à mesurer. Donc, on voit des différences partout. Quand on montre au médecin, lui, il n'en voit pas. Donc, on ne convainc pas vraiment avec ça, et puis c'est pas vraiment. Comme ça, on sort partout, c'est pas vraiment discriminant. Alors, il y a des stratégies qui ont été proposées, ça, je ne sais plus, c'est un peu plus de 20 ans, tous les tests avec correction. Il y a eu pas mal d'activités dans les communautés de statistiques théoriques sur ces sujets il y a quelques temps. Et là, à l'inverse, en fait, on ne voit plus aucune différence avec les corrections. Donc là, c'est le problème des faux négatifs. Donc, on a l'impression qu'il y a un peu un trou dans la raquette entre les deux, si on reste sur cette logique de tests multiples, c'est-à-dire qu'on combine des tests simples finalement sur chaque paramètre pris un par un. Alors, si on formalise un peu les choses, maintenant, on suppose qu'on a des observations donc dans R puissance D, ça pourrait être dans des espaces abstraits, mais bon, imaginons que ce soit juste des vecteurs de paramètres. On suppose qu'on a deux lois différentes, et donc si on prend le langage des tests d'hypothèse, on a une hypothèse nulle qui est l'hypothèse qu'on voudrait conserver, qui est de dire a priori il n'y a pas de différence, et on a une alternative qui est mais si les lois sont différentes. Alors, l'approche classique, c'est de dire on va estimer soit les lois, soit des caractéristiques de ces lois. Et c'est ce qu'on fait quand on va extraire des paramètres de modèles stochastiques ou statistiques. Et on définit une métrique, une pseudométrique sur cet espace. Et on a comme une espèce de pseudo-distance entre des estimations empiriques de chacune des défauts. Ça, c'est hyper général. Mais on a envie de dire ça recouvre tout. Alors, il faut savoir que ces tests-là, c'est quand même, derrière, il y a le théorème fondamental des probabilités, qui est le théorème de Kolmogorov-Smirnov de 1936. Kolmogorov-Smirnov avait démontré indépendamment deux publications distinctes, où ils ont en fait donné la loi limite de la différence au sens uniforme entre la fonction de répartition empirique et la vraie fonction de répartition, complémentaire 0 de x.
donc qui est normalisation avec racine de n ici, et donc ça veut dire que quand on a des observations sur R, on construit la fonction de répartition empirique, une fonction continue à droite avec une limite à gauche, voilà. On a la vraie fonction de répartition qui est là, et on monte la convergence uniforme de cette, quand n tend vers l'infini, dans un sens probabiliste, vers F. Et dans Kolmogorov-Smirnov, il y a mieux que ça, c'est qu'il y a la loi limite qui est vraiment déterminée, qui ne dépend pas de F0, et donc elle est tabulée. On a ce qu'on appelle une loi pivotale, donc elle est bien normalisée, ne dépend pas de F0. Donc on a quelque chose d'universel. Donc ça permet ensuite de dire, si on prend une distance entre une dérivation de ce résultat, c'est de comparer des fonctions de répartition empirique sur deux échantillons différents. Et on peut mettre des seuils qui sont calibrés de manière à pouvoir assurer la performance du test. Donc ça a été généralisé de plein de manières. Et la généralisation, après, a mené à tout un champ de recherche au sein de la statistique théorique, qui est celui des processus empiriques. Donc ce qu'on fait dans les processus empiriques, c'est que, en fait, c'est exactement la même chose qu'on a ici, où on applique la mesure empirique, une demi-droite ouverte à gauche, et on remplace les demi-droites par des ensembles mesurables dans les boréliens de RD, par exemple. Et on regarde la convergence des mesures empiriques vers les vraies mesures pour un processus qui est indexé par une classe de fonctions. Donc, c'est des processus stochastiques indexés, au lieu d'être indexés par le temps, ce qu'on a l'habitude d'étudier dans le monde des probabilités, c'est des processus indexés par des fonctions. Et donc, la caractérisation de la taille des classes de fonctions, c'est l'élément déterminant pour avoir des théorèmes de convergence. S'il n'y a pas de restriction sur les classes fonctionnelles, on peut montrer que ce genre de quantité, on prend le sub sur f, tend vers 1 presque sûrement. Ça ne converge pas presque sûrement. Il faut toujours trouver une loi pour laquelle c'est le cas. Donc, on doit travailler sur des espaces f rondes qui ont une taille qui est maîtrisée. Et alors, la manière de caractériser la taille d'un espace fonctionnel, il y a au moins 3 approches différentes, et j'en dirai quelques mots après. Voilà, donc il y a eu quand même pas mal de tests qui ont été proposés pour justement aborder les problématiques de grande dimension. Et un des tests, et ça va être notre compétiteur principal par rapport à celui que je vais vous présenter, parce que c'est un compétiteur parce qu'il est numériquement plausible. Il peut s'implémenter, il peut opérer, et il donne des résultats qui sont similaires à la technique que je vais vous présenter. Après, il n'y a pas eu de comparaison suffisamment exhaustive, comme je le disais, ce n'est pas un champ de recherche qui mobilise énormément de force aujourd'hui. Mais bon, il y a quand même des démarches, je trouve, très intéressantes, déjà sur le plan de la standardisation. Donc, il y a un certain nombre de tests qui sont basés sur des noyaux au sens noyaux pour définir des espaces de Hilbert à noyaux autoreproduisants. Donc, à travers, donc là, ça vient de la théorie des opérateurs, vous transformez les lois de probabilité en des éléments dans cet espace de Hilbert à travers cette intégrale. On intègre le noyau qui est supposé symétrique positif par rapport à la première variable, on a cette loi, et ça nous donne donc une fonction de la deuxième variable du noyau. Et cette fonction, c'est un élément de l'espace de Hilbert. Et on a pour tout élément de l'espace de Hilbert, si on calcule son espérance pour tout élément qui suit la loi T, donc de T de X, eh bien, on peut représenter ça comme le produit scalaire au sens du RKHS entre T, donc l'élément qui est pris ici, et l'image de la probabilité par la transformation qui nous envoie dans l'espace de Hilbert. Donc voilà, donc avec cette notion-là, on peut définir ce qu'on appelle la MMD, donc le Maximum Mean Frequency, qui est donc le sub sur les éléments de la classe de l'espace de Hilbert, l'écart en valeur absolue entre l'espérance de T de X et l'espérance de T de Y. Et cette espérance, elle peut se représenter à travers un écart au sens de la norme définie dans le RKHS par les images de chaque loi. Et là, en fait, tout s'écrit à l'aide du noyau K. En fait, on a une formule et on peut donner une version empirique de cette quantité sur des observations XI. Oui. Alors, c'est oui. Reproducing kernel superspace. Voilà, donc ça se calcule, ça fait intervenir en gros les coefficients de la matrice de Gram qui est construite avec le noyau K. On a une matrice, si on a des observations, on va construire une matrice K de XXJ avec les IJ qui sont des indices des observations. D'accord ? Donc on peut exprimer cette distance simplement à l'aide de ces fonctions-là. Donc
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... en fait, ça dépend quand même du choix du noyau. Le noyau, ça induit une sorte de métrique, et ça veut dire qu'on se la donne a priori. Elle n'est pas inférée à partir des données, la métrique. Mais ça nous donne une bibliothèque de tests possibles, donc de distances possibles. Alors l'analyse, elle se fait via les propriétés de ce qu'on appelle des U statistiques, c'est des statistiques d'ordre 2. C'est-à-dire que ça va faire des moyennes, mais sur des paires d'observations. Et quand on fait des moyennes simples sur une seule observation, on a des lois des grands nombres assez évidentes. Dès qu'on prend des paires, il faut un peu plus travailler. Donc ça, c'est le domaine des U statistiques. Alors il y a d'autres tests qui ont été construits sur les noyaux. Il y a une extension un peu des tests du ratio de Fisher. C'est les travaux de Francis Bach, Eric Moulin et leurs étudiants. En 2008, il y a des approches qui sont basées sur des distances de Wasserstein régularisées. Donc là, on va regarder plutôt l'écart entre, on va regarder on va prendre les données, on va prendre une observation dans chaque échantillon, on va regarder la distance au sens de l'espérance, de la norme, de la différence, avec une certaine puissance P, et on va essayer de trouver une matrice qui minimise la distance à cette matrice-là, qui dépend des données, et en général, il y a une régularisation qui fait intervenir un terme d'entropie sur les coefficients de la matrice de transport pour la régulariser, et avec ça aussi, on peut construire des tests. Alors là, je ne suis pas expert vraiment du sujet, mais je crois que ça se calcule quand même moins bien. Je ne suis pas super pointu sur le transport optimal, donc je sais qu'il y a des collègues qui ont développé pas mal de choses, mais on n'a pas aujourd'hui de benchmark par rapport à ces tests-là sur des problèmes d'application. Et les défis à chaque fois, c'est dès qu'on a défini une distance, il faut étudier ses propriétés, sa convergence, si possible des vitesses, si possible une loi pivotale pour avoir des quantiles numériquement calculables, qui ne dépendent pas de la loi inconnue, parce que la loi, on ne la connaît pas, donc on ne veut pas que ça dépende de ça. Quand c'est construit sur des noyaux, quelque part, c'est qu'on impose une métrique. Donc, est-ce que cette métrique, elle respecte bien la structure sous-jacente Apprendre des métriques, c'est aussi un problème en soi. Et puis, la question de la dimension, elle n'est pas forcément évidente, que l'effet de la dimension sur ces tests, elle ne transparaît pas vraiment dans les études qui ont été faites. Donc voilà, donc ça c'est pour motiver le problème de l'apprentissage différent, de dire qu'il y a eu des travaux et même des choses qui impliquent des mathématiques qui sont plutôt intéressantes. C'est de la mise en œuvre, hein, c'est pas... Mais c'est quand même, je trouve vraiment intéressant de passer par ce formalisme-là. Et je vais vous présenter maintenant une autre approche alternative qui, elle, me semble numériquement très séduisante. Et on va voir ce qu'on peut en dire, déjà d'où elle vient, et puis est-ce qu'on a des fondements théoriques, et puis après je vais donner quelques illustrations en revenant vers mon problème de la chute. Alors je vais faire un détour par une problématique qui est celle de la détection. On va parler de cette fameuse courbe ROC. Alors, ROC, c'est un acronyme pour Receiving Operator Characteristic, qui vient de la théorie de la détection. Alors, il y a une légende, c'est que les courbes ROC ont été inventées pendant la Deuxième Guerre mondiale pour démêler le bruit du fond marin, du bruit des sous-marins allemands, enfin du son que faisaient les sous-marins allemands. On n'a pas vraiment de traces de ça, mais c'est vrai que tous les ouvrages parlent de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, si on creuse un peu le sujet, il y a des gens qui ont fait l'histoire de la courbe ROC et qui expliquent qu'ils sont allés chercher quel préprint, quel rapport confidentiel évoquait le sujet. On sait que quand même dans les milieux de la défense américaine, autour des années 50, visiblement, les gens avaient développé le concept, enfin en tout cas le manipulaient. Donc il y a quelques traces, ici j'ai donné quelques noms qui sont d'illustres inconnus, mais c'est les premières traces écrites qu'on trouve de la courbe ROC. Alors, la courbe ROC, c'est quoi? On repart de mon problème avec mes deux échantillons X et Y. On va donner ici ce qui est une courbe théorique, c'est-à-dire on suppose qu'on connaît la loi. On va déjà voir l'objet idéal, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'on peut en dire. Après, on verra si on peut l'estimer, comment l'estimer. Donc, on va noter G, la loi des X, et H, la loi de Y. Donc, quand on note la loi, ici, c'est simplement les fonctions de répartition. Donc, on va regarder la courbe paramétrée par T, qui prend en abscisse 1 moins h de t et en ordonnée 1 moins g de t. Donc, comme c'est h et g, comme h et g sont dans 0, 1, on est dans le carré 0, 1, 3, 0, 1. Et ce qui va se passer, je vais peut-être passer un peu, c'est que quand t tend vers moins l'infini, les deux coordonnées sont à 1, on est sur 0, 1, 3, 0, 1. Donc, t égale moins l'infini, on est là. Et t égale plus l'infini, on est là. Si les deux lois sont les mêmes, la courbe, elle est comme ça. Et si ce n'est pas les mêmes, elles sont
plus ou moins loin, selon qu'elles sont proches ou pas l'une de l'autre. Elles sont plus ou moins près de la diagonale. Donc, j'ai quelques illustrations après. Donc là, vous avez des exemples de courbes ROC ici pour des couples de distribution. Je vais commenter un peu. Donc, la courbe de référence, c'est la courbe bleue. Ici, c'est une loi de distribution sur Q. Donc là, c'est les densités qu'on représente. Donc, la bleue avec elle-même, ça donne la première distributrice. Maintenant, si on regarde la rouge par rapport à la bleue, vous voyez qu'elles sont très proches. Et donc là, on va avoir une courbe concave légèrement au-dessus de la diagonale. La marron, là, elle est significativement différente de la bleue. Bon, il y a du recouvrement quand même. Donc, s'il n'y avait pas de recouvrement, si les lois avaient des supports disjoints, on aurait simplement un angle droit. Là. On aurait un seuil qui séparerait parfaitement les deux. Donc, on aurait 100% pour l'un et 0 pour l'autre. Donc, la marron, il y a un recouvrement, donc, mais elle est plus loin que la rouge. Donc, on a une courbe concave ici. Si elles sont régulières, les ratios sont réguliers, etc., il y a de ressemblance. On a des courbes qui sont bien concaves, bien régulières. Ce n'est pas forcément le cas dans la vraie vie. Et puis, par contre, là, qu'est-ce qui se passe si on a la courbe en jaune, qui est une courbe de mélange? Il y a deux modes. Et on va regarder la distance à celle qui est en bleu. Ben, en fait, on va avoir une courbe qui est comme ça. Sympathique parce que la bleue, elle sépare les deux modes. Et donc, on va avoir ce type de représentation. Donc, vous voyez que c'est une courbe qui est extrêmement populaire parce que ça donne une espèce d'indicateur visuel de la distance entre deux lois. Et donc, si on regarde après des versions empiriques de ces lois, on peut avoir des courbes ROC empiriques. Selon les conventions, soit c'est des courbes continues à droite, limite à gauche, enfin un peu en escalier, soit on peut donner des conventions en reliant les points pour avoir des courbes continues. Mais bon, du coup, ça va être linéaire, ça peut être linéaire par morceau, ça dépend un peu de la convention. Mais vous voyez qu'empiriquement, sur des expériences, on voit très bien ce qu'il en est. Voilà. Mais ça, c'est vrai pour des échantillons en dimension 1. Alors, maintenant, si on veut avoir, c'est bien une courbe, mais si on veut vraiment quantifier, on aime bien avoir juste une grandeur. Donc, ce qu'on s'est dit, enfin, ce que se sont dit les communautés, là, c'est vraiment les praticiens qui ont développé ces concepts, ils se sont dit, en fait, au lieu de regarder la courbe, si je veux juste donner un nom, je peux regarder l'aire sous la courbe. Plus elle est grande, et plus ça veut dire que les lois sont loin l'une de l'autre. Alors, ce n'est pas un concept idéal parce que, en fait, les deux courbes peuvent se croiser. Ce n'est pas un ordre strict, en sens strict. Elles peuvent se croiser. Et donc, si on regarde l'aire sous la courbe, elles sont très similaires. Mais si vous êtes une banque et que vous prêtez de l'argent, il y en a une qui est significativement meilleure que l'autre. Ou si vous êtes je sais pas, une pharmacie, que vous distribuez des patients qui ont des maladies graves et que vous voulez bien cibler, il y en a une qui est bien meilleure que l'autre, c'est celle-là. Parce qu'en fait, c'est ici que tout va se passer. C'est les gens qui vont avoir les scores les plus élevés. Quand on est à ressources limitées, on va regarder que les scores élevés, c'est à eux qu'on va traiter. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe ici. Donc l'aire sous la courbe, elle nous fait rappeler ces éléments-là. En tout cas, ça peut s'écrire si on veut paramètre la courbe ROC, on calcule l'intégrale, on donne le critère AUC. Donc pour Curry AUC curve, le A il vient du A qui est là. Pardon, non, le A il est là. C'est bon, Karin? Non, c'est R. Non, c'est le C de curve, en fait. Voilà. Je ne sais pas, il y a une traduction en français. Les acronymes. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que quand on regarde, là, c'est juste un jeu de réécriture, on peut écrire cette R sous la courbe comme la probabilité que Y soit inférieur à X. Il faut traiter les ex-aequo aussi, donc il y a un terme. Ça aussi, ça peut être une question de convention, mais retenez bien le fait que ça s'écrit comme une probabilité qui compare en fait les échantillons. Donc, si on veut prendre une moyenne de ça, on va retomber sur quelque chose qui ressemble à la statistique de Wilcoxon que j'évoquais au début. Alors, il y a quelques temps, j'avais travaillé sur ces critères en me disant, mais en fait, est-ce que ça ne serait pas une manière de traiter une problématique qui est de ranger des objets en grande dimension et d'utiliser la courbe ROC comme un indicateur du fait qu'on a bien rangé les objets? Ce qu'on appelle le problème du ranking bipartite. Alors, quand on transforme ça dans un problème d'apprentissage, on aime bien avoir un critère à optimiser. Et donc, le critère, en fait, il ressemble beaucoup à l'AUC, sauf qu'au lieu de maximiser, là, on va minimiser. Et on va considérer dans le modèle des paires de variables aléatoires, c'est des paires de paires, c'est-à-dire qu'il y a une variable, ici, ce n'est pas juste une variable qu'on observe, il y a une variable explicative, et il y a une étiquette qu'on va noter Z, donc qui est typiquement binaire. Donc, en gros, on veut traiter des sujets. On sait qu'il y en a qui ont besoin du médicament, d'autres qui n'en ont pas besoin. Donc Z, ça va être l'indicateur du fait que la personne a besoin d'un traitement ou non.
On a juste besoin de distinguer, ça va permettre de distinguer les deux populations. Et donc, dans cette problématique-là, si on veut cibler les personnes qui en ont vraiment besoin, on cherche une fonction à valeur réelle, éventuellement avoir des valeurs infinies, de manière à minimiser le taux de paires discordantes, ce qu'on appelle le taux de paires discordantes dans les applications, c'est le nombre de fois, en fait, la fréquence avec laquelle on a rangé l'individu x' au lieu de x, alors que le prime, il n'en avait pas besoin. C'est que les positifs qui en ont besoin. Donc, sachant que les étiquettes, elles sont dans l'autre sens. Oui? Il n'y a pas un lien entre cette courbe et la distance de Wasserstein, parce qu'en 1D, la distance de Wasserstein, c'est la distance des enveloppes. Oui, tout à fait. Oui, il y a un lien. On n'a pas exploité ici. Hein. Là je vais parler un peu du traitement statistique, mais dans la formulation, il y a évidemment ce lien. Après, sur le plan des techniques, je ne sais pas si ça peut changer quelque chose. Donc, si on formule le problème comme ça, en fait, on peut se ramener à une erreur de classification sur des paires. Et quand on parle de classification, il y a beaucoup de théories là-dessus. Et on peut utiliser tous les algorithmes de classification. Simplement, au lieu de travailler en dimension D, on travaille en dimension 2D parce qu'on prend en entrée des paires d'observation. Les garanties statistiques, si on veut vraiment exploiter le fait qu'on a des paires, c'est beaucoup plus technique. Ça renvoie justement à la théorie des U statistiques et j'en dirai aussi quelques mots après. Alors, quand on veut apprendre une fonction comme ça, on a un critère, on veut savoir finalement quel est l'objectif, donc quel est l'élément optimal. Dans la situation, on connaît la loi de probabilité sous-jacente. Après, on verra quelle méthode d'estimation, quel algorithme on peut mettre en œuvre pour essayer d'approcher. Donc, comme on regarde des paires d'observations avec une étiquette, un vecteur d'entrée et une étiquette, elles sont caractérisées par la loi conditionnelle des étiquettes sachant les entrées. C'est ce qu'on appelle la probabilité a posteriori. C'est une fonction qui dépend d'une variable dans RD. Et si on introduit cette fonction, on peut assez facilement écrire l'écart entre le critère de tout à l'heure, avec n'importe quelle fonction S, et la valeur du critère quand on remplace par un élément optimal, et on cherche cet élément optimal. Et donc, quand on écrit l'excès d'erreur, ça s'écrit sous la forme de l'espérance de la valeur absolue de l'état de x' moins état de x, donc les variations de cette fonction, avec l'indicatrice ici des paires d'observations où S et état rangent les objets de manière différente. Donc là, il y a une inversion dans les paires, elles sont discordantes. Donc ça nous dit que finalement, la règle optimale, elle doit ranger les objets comme les range états, ce qui est un peu intuitif. Simplement, le fait que là, on a une espèce de classe d'équivalence d'éléments optimaux, c'est-à-dire qu'à une transformation croissante trait, on reste de état, on est toujours optimal. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce genre d'écriture, ça nous permet de comprendre un peu ce qui rend un problème difficile. C'est-à-dire que là, en gros, on va payer un prix quand état a des variations importantes. Dans les zones où état a un plateau, finalement, qu'on se trompe ou pas, c'est pas très grave. Ce qui est normal parce que quand état fait un plateau, ça veut dire qu'on range des objets plus ou moins au même niveau. Alors, si on écrit donc maintenant les lois conditionnelles à travers une fonction S, une fonction de scoring S de X, et qu'on appelle GS la loi conditionnelle de S sachant Y égale plus 1 et HS la loi conditionnelle de S sachant Y égale moins 1, on est à peu près dans le même cas que le début. C'est-à-dire que là, on a des observations en dimension 1 et on voudrait savoir comment suivent la même loi, est-ce qu'on peut les séparer, etc. Et il y a un lien formel finalement avec l'AUC de notre critère L de S. Simplement, la question qu'on se pose ici, c'est quel est le meilleur S dans ce sens? Alors, le meilleur S, il est donné on peut le retrouver aussi sur la courbe ROC à travers un argument de type Neyman-Pearson, où on teste la loi qui correspond à un scoring optimal, H étoile contre G étoile, puisque quand on teste comme ça des hypothèses simples, c'est-à-dire une loi contre une autre, on sait que le test optimal à un niveau fixé, c'est le test du rapport de vraisemblance, donc qui fait le ratio des densités de G et de H. Et quand on écrit ça dans le cas présent, P, c'est la probabilité donc, qui est associée à plus 1, à l'étiquette plus 1, c'est des Z, là, c'est pas des Y. C'est 1 moins P sur P fois état sur 1 moins état. Donc, comme cette statistique est optimale et que T étoile est une fonction croissante de état, finalement, c'est équivalent de regarder les ensembles de niveaux de état par rapport à ceux du test. Et ce test-là, ça sera le meilleur parmi tous les tests du même niveau, c'est-à-dire dont la probabilité sera la même, égale à alpha. Quelle que soit la fonction S
et que cette probabilité soit égale à l'état, on sait que tous ceux qui correspondent au choix de l'état sont les meilleurs. Donc on a l'optimalité et on peut avoir la représentation de tous les éléments optimaux modulo. Bon, un petit argument ici, moi j'en ai pas vraiment besoin, mais c'était une manière aussi de qualifier le problème en disant que quand on résout un problème de classification simple, finalement on s'intéresse à un seul ensemble de niveaux. On veut juste prédire des plus 1 contre des moins 1. Et dans le cadre où on met le même coût aux deux types d'erreurs, c'est-à-dire le fait de mal classer des positifs ou mal classer des négatifs, le niveau c'est état égale 1,5. Et ce qui s'explique parce que quand état vaut 1,5, c'est le cas où la probabilité d'être plus 1 est égale à la probabilité d'être moins 1, sachant x. Donc là, c'est là où on a le plus d'incertitude finalement sur la prédiction. Quand on veut ranger des objets, finalement, on n'a pas besoin d'estimer état, on a juste besoin de connaître tous les ensembles de niveaux de état. On n'a pas besoin de connaître les valeurs de la fonction état. Donc en ce sens, c'est un problème qui est entre le problème de la régression, comme on résout dans la régression logistique, et le problème de la classification simple. Donc ça, c'est une indication très intéressante par rapport à la complexité des modèles qui peuvent être mis en œuvre. Plus le problème est facile, plus on peut utiliser des modèles complexes pour le résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme garantie? Donc, je vais parler un peu du statistique. Donc, on a des données qui sont indépendantes identiquement distribuées. Donc, là, c'est des données dans R puissance D avec des étiquettes binaires. Et je vais juste sortir un peu de mon problème de départ et dire que je vais changer la notation ici. Donc, j'ai juste, en fait, vous voyez, ça s'appuie finalement sur des paires d'observations. Là, l'élément qui intervient dans la version empirique du critère. Et on va dire que c'est juste des fonctions de deux observations Z10, ZJ. Là, les Z10, ZJ, vous pouvez prendre ça dans des variables aléatoires, dans des espaces abstraits. Ce qu'il faut juste, c'est que F soit borné. Et on va regarder des moyennes sur les paires d'observations. Et ça, quand on va vouloir regarder des contreparties empiriques du critère, ça va ressembler à ça. Donc là, écrire des lois des grands nombres ou des lois limites pour ce genre d'objet, ben c'est compliqué parce qu'on a des dépendances sur chacun des termes de la somme. Et donc, la stratégie est d'appliquer ce qu'on appelle la décomposition de Hoeffding, qui est une sorte de projection. On va projeter cette statistique d'ordre 2 dans un espace qui est engendré par des moyennes de fonctions qui dépendent d'une seule variable. Okay, donc, on a le terme constant. Ici, on a des moyennes empiriques au sens classique, donc ça, on sait les traiter. Et puis, on a un terme résiduel qui, en fait, est à nouveau une statistique, mais qu'on appelle dégénéré, parce qu'en fait, quand on aura fait les projections sur les edges, ce qui va se passer, c'est que le noyau, c'est-à-dire la moyenne qui apparaît dans les WN, satisfait cette propriété, c'est-à-dire que l'espérance du H qui intervient de Z1, Z2 conditionnellement à Z1 est centrale. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des statistiques dégénérées. Alors, si on veut avoir des garanties sur l'apprentissage, la difficulté vient du fait qu'on veut avoir des résultats de manière uniforme. C'est-à-dire on veut prendre compte du comportement uniforme sur la classe de fonctions de ces termes-là. Et ça, ça renvoie à pas mal de techniques. Donc, le terme principal, là, qui est un processus empirique, ça, il y a pas mal d'outils, donc notamment pour des inégalités de fonctions d'état Lagrange, et qui font intervenir ce qu'on appelle des mesures de complexité standard pour les gens qui manipulent ça. Alors, les mesures de complexité, quelles sont-elles sur les classes de fonctions? Soit on fait un peu du Kolmogorov, c'est-à-dire avec des entropies métriques. On pose une métrique, on compte les boules, en gros. Mais ça ne permet pas de rendre compte de certaines classes fonctionnelles qui sont réputées intéressantes pour des applications et on n'arrive pas bien à quantifier leur complexité. Il y a une deuxième approche qui est l'approche combinatoire. Ça, c'est les travaux de Vapnik et Charbonenkis qui font du comptage sur la trace qui est laissée par les fonctions sur un ensemble de points. Et donc là, on peut montrer que c'est très élégant comme notion, et ça permet aussi d'établir ce genre de résultats. Et puis la notion qui est un peu l'état de l'art aujourd'hui, c'est plutôt une notion de complexité géométrique parce que ça vient plutôt de la géométrie convexe, qui est de regarder finalement les corrélations des fonctions avec un bruit aléatoire. Et on regarde le maximum, le sub sur la classe de fonctions de ces corrélations. Et donc, plus notre classe de fonction permet de corréler avec un bruit aléatoire, plus on peut se dire qu'elle est riche. Et donc, quand on a des hypothèses sur on choisit après son clan, et une fois qu'on a choisi son clan et qu'on part avec une certaine mesure de complexité, eh ben, on a des résultats et on arrive à établir tout ça. Et l'idéal, c'est de faire ça avec les moyennes de Rademacher, qui sont les complexités géométriques. Il y a des choses un peu subtiles sur le contrôle de la variance, et il y a des résultats qui existent depuis longtemps, Arcones, Ginet, par exemple, pour le cas des WC classes. Et il y a quelques temps, là, avec d'abord Le Gaucher et Stéphane Clémenceau, on avait établi une égalité de moment
qui pourrait être le cas général de la complexité avec des nouvelles mesures de complexité qui faisaient intervenir à la fois des mesures de complexité Rademacher avec des moyennes, mais aussi des termes de chaos avec des termes donc, qui combinaient des paires de variables aléatoires. Alors, je vois que le temps file, donc je vais passer peut-être sur cette partie pour aborder le test que je voulais vous présenter. Alors, on va revenir sur les tests de base qui sont basés sur les rangs. Donc, voilà comment on peut écrire le rang d'une observation quand on a deux échantillons. Donc, le rang de T, donc si on prend un XI, on va regarder la somme des indicatrices de XI inférieur ou égal à T plus la somme des indicatrices de YJ inférieur ou égal à T. Donc, on regarde le rang d'une observation quand on a mélangé les deux échantillons. Donc, ça, c'est la statistique de rang de Wilcoxon, c'est-à-dire pour avoir sur un échantillon avec XI observation, faire la somme des rangs des XI pour y allant de 1 à n. On va généraliser cette notion en appliquant ici une fonction qui est simplement croissante et qui va pondérer les rangs de manière non, enfin possiblement, si on veut, le faire de manière non uniforme. Ça permet de généraliser un peu ces statistiques-là. Si on prend l'identité, c'est juste Mann, Whitney, Wilcoxon. Mais dans les communautés où on fait de la fouille d'informations, les gens ont trituré ces statistiques avec d'autres fonctions. On appelle ça des fonctions génératrices de score. Par exemple, en seuillant, en disant je vais regarder que les meilleurs, les rangs les plus élevés. Donc je mets juste un seuil, donc c'est linéaire, et puis après il y a un cut-off. Et voilà, on peut prendre une fonction de puissance qui va aussi pondérer d'une certaine manière les rangs de manière non uniforme. Et puis, vous avez d'autres critères, comme le critère DCG, qui est utilisé, ça c'est un critère très utilisé dans les gens qui font des moteurs de recherche, des trucs comme ça, sont très familiers de tout ça. Et il y a des versions, j'ai envie de dire optimisables, c'est-à-dire qu'on peut lisser un peu tout ça, les rangs avec des fonctions noyaux, et on peut faire du gradient, et on peut estimer ensuite les fonctions qui rangent. Donc, ce critère un peu général, maintenant, si on prend son espérance, ça va faire W phi de H et de G, c'est juste l'espérance quand X suit H, de phi rond F de X, où F, c'est la distribution du mélange, donc PG plus 1 moins PH. Et ce critère cible, il est lié de manière directe à la courbe. Donc, pour faire le lien avec les tests de comparaison, rappelez-vous, quand les lois sont identiques, je dois avoir ça. Donc, l'intégrale de l'AUC, l'intégrale de la courbe ROC, c'est 1,5 dans ce cas-là. Et donc, je peux définir ce qu'est mon hypothèse nulle avec ce critère. Et en gros, ce qui se passe quand H égale G, c'est que cette partie-là, il ne disparaît pas. Le alpha, la courbe ROC, ici, c'est juste l'identité, donc c'est alpha. Donc, il y a alpha moins alpha, ça disparaît. Et donc, j'ai juste du phi de 1 moins alpha. Il faut faire le changement de variable. On va trouver que W phi de HH, c'est juste l'intégrale de 0 à 1 de phi de U du. Ça me dit ce qui se passe dans le cas de l'hypothèse nulle. Et je vais pouvoir aussi regarder des alternatives qui sont des écarts à l'intégrale de 0 à 1 de phi de U du. Et on peut les quantifier, en fait, ces écarts-là. D'ailleurs, j'aurais dû mettre GH, hein. Je sais pas si c'est G ou GH. Et on peut les quantifier, quelques hypothèses de régularité sur le phi, le fait que la dérivée existe et bornée uniformément. Donc, vous voyez qu'on peut borner ici sur la statistique qui nous intéresse par rapport au paramètre de mélange, en gros la constante de Lipschitz de phi et l'écart au sens de l'intégrale L1 entre la courbe ROC et la diagonale. Alors j'en viens à mon test, qui est en fait une famille de tests. Il y a plein de manières de l'implémenter, mais c'est de dire que si on a des échantillons multivariés, donc X et Y, on va couper en deux ces échantillons, il va y avoir deux étapes. On a besoin aussi pour la mettre en œuvre d'un algorithme de ranking bipartite qui maximise l'AUC. Par exemple, ça peut être, ce qu'on veut, c'est qu'il maximise la courbe ROC, mais on peut simplement regarder des algorithmes qui maximisent l'AUC. Et après, on met en œuvre un test univarié, typiquement un test de rang. Et on fait ça en deux étapes. Donc, sur une partie des échantillons, on va prendre le S. Donc, on a le S chapeau qui sert de l'algorithme. Et après, on applique juste la statistique de Wilcoxon sur ce test. Donc, c'est très simple. Quand je disais que c'est une famille de tests, c'est qu'on a le choix de l'algorithme, on a le choix de la statistique de rang qu'on peut utiliser. Et la question après, c'est quelle garantie on peut donner. Déjà, comment on le met en œuvre, hein. Donc ça, on peut définir des algorithmes qui travaillent directement sur ces critères en les lissant un peu, hein.
Voilà, et la question après, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir accès aux quantiles, quelles garanties théoriques on peut donner et tout ça. Donc ça, c'est des travaux récents là, qui ont été publiés cette année dans une revue de stats. C'est pas dire que j'ai plus de temps, je pense. Donc Donc il y a à nouveau le même. Je vais juste donner l'argument, mais ça ressemble à ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les statistiques. C'est-à-dire, il y a une partie qui repose sur la décomposition de Wding. Alors, il y a aussi un petit développement de Taylor pour se débarrasser un peu du fil avec un reste de Taylor-Lagrange. Mais en gros, vous allez avoir une partie des termes qui sont des termes qui dépendent, qui sont des moyennes de fonctions d'une seule variable. Donc ça se traite avec les processus empiriques. C'est des objets un peu plus compliqués, donc les hypothèses sont un peu plus lourdes à écrire. Et après, il y a le terme résiduel qu'il faut traiter. Et là, j'avoue qu'on a des résultats moins élégants que ce qu'on a eu sur les U processus. Là, c'est des R processus, mais c'est des choses qui n'ont jamais vraiment été étudiées avant. Donc, je passe là-dessus. Ce que je voudrais, c'est quand même pour conclure, revenir à mon histoire de chute, parce que je pense que vous avez envie de connaître la chute. C'est un peu facile, mais donc, juste pour vous raconter l'histoire qui a démarré en 2012 avec les premières visites au service de neurologie du Val-de-Grâce. Un essai clinique qu'on a mis en œuvre avec 3000 cas, en fait, qu'on a pu enregistrer, et 3000 enregistrements. Ce qui était unique à l'époque, évidemment, à valoriser, parce qu'on ne sait pas faire. C'est pas bien valoriser ce genre de réalisation en France en général. Il a fallu valider le choix des Wii Balance Board comme un outil d'évaluation, donc, parce qu'on avait des fréquences d'acquisition qui n'étaient pas très régulières. Il y a eu des papiers vraiment très, quasiment liés à l'électronique, pour pouvoir les utiliser ensuite dans les articles à la fois plutôt orientés côté physiologie, mais aussi pour tout ce qui est plutôt du côté quantification. On a fait aussi une revue de toutes les caractéristiques qu'on pouvait extraire de ces trajectoires, qui combinent. Il y a plein d'approches possibles. Il y a à la fois les approches qui reposent sur des modèles mathématiques théoriques, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire en cinématique, tout ce qui est lié à la dynamique, tout ce qui est lié à l'analyse en fréquence. Enfin voilà, il y a plein de. Nous, on a fait une revue un peu agnostique en se disant, puisqu'on peut les mesurer, autant les prendre toutes. Et puis, on verra après qu'est-ce qui sort quand on fait la confrontation sur des données. Dans la mesure où on a deux populations, les shooters et les non-shooters. Donc on a fait ces évaluations pour déjà assurer aussi la qualité des indicateurs, parce que ça aussi, c'est, je pense, une des grandes failles dans toute la quantification à travers les dispositifs médicaux, c'est que personne ne va regarder comment les indicateurs sont calculés. Ils ne sont pas validés, on n'a pas accès au logiciel. Voilà, donc il y a eu aussi tout cet effort de transparence sur la manière dont on faisait les calculs et de normer un peu aussi, enfin calculer une moyenne. Ça paraît tout con comme ça, mais une manière de faire quand on a un vrai signal. Et donc, ça demande aussi, il y a eu un travail très minutieux qui a été ici réalisé. Et alors, la mise en œuvre ensuite, ça c'est un article un peu plus récent, là, de 2021, a montré que là, on n'a pris que 20 marqueurs du statocinésigramme parce qu'on voulait vraiment se confronter à la littérature médicale. Donc, là, le but de l'article, c'était plutôt de rester un peu dans ce qui est un peu l'état de l'art, plutôt dans la communauté des gens qui sont experts de la posturographie. Ce n'était pas du tout d'aller chercher des nouveaux marqueurs. On a montré qu'effectivement, enfin, si on regarde les p-values, c'est bien ce que je vous avais annoncé au début de l'introduction, enfin, dans l'introduction. C'est que si on ne fait pas la correction, tout est différent, et si on fait les corrections, rien n'est différent. Et on a mis en œuvre ce test en s'appuyant sur la maximisation de l'AUC, en prenant donc l'ensemble des 20 paramètres. Donc déjà, ça a été intéressant sur le plan exploratoire, déjà sur le fond du message, c'est-à-dire quels marqueurs ressortent, est-ce que c'est ceux qu'on attend ou pas. Donc effectivement, il y a quelques marqueurs peu attendus. Ce qui était très surprenant, c'est que les enregistrements les yeux fermés n'étaient pas du tout discriminants, alors que les neurologues pensent plutôt le contraire. Eux disent que c'est plutôt les yeux fermés qu'ils voient des choses. Notre interprétation, c'est pas qu'ils ont rien compris, c'est juste qu'il y a certainement des choses qui sont tacites et qui relèvent de la comparaison des yeux ouverts et des yeux fermés. Mais peut-être que nous, ce qu'on a vu dans les données, c'est que l'enregistrement des yeux ouverts parlait beaucoup plus que. D'avoir une idée de ce que sont les marqueurs. C'est simplement des vitesses dans certaines directions, accélération dans certaines directions, des choses comme ça. Il y a aussi ce qui regarde beaucoup, c'est ce qu'ils appellent l'ellipse. Comment ils appellent ça? Mais c'est une espèce d'ellipse qui contient 70% de la trajectoire. Donc, il la calcule et donc on peut regarder après l'orientation du petit axe, du grand axe, etc., la longueur. Et ça prédit s'il y a quelque chose qui se passe, ça prédit que quelqu'un fait. Là, on n'est pas allé sur le terrain du diagnostic, même si on a certaines données diagnostiques aussi, parce que ça peut être des troubles cérébelleux, ça peut être du Parkinson, il y a plein de variantes possibles. On est resté focalisé sur le trouble de l'équilibre, le fait qu'il y ait un trouble de l'équilibre, quelle que soit l'origine.
du symptôme. On pourrait aller sur ce terrain, mais il y avait objectivement, à mon avis, pas assez de représentativité des pathologies. Et en fait, c'est pas ce qui intéresse les médecins. Hein. Bizarrement, c'est pas le diagnostic, ça les intéresse pas. Ah bon? Qu'est-ce qui les intéresse? Enfin, quand ils viennent nous voir, c'est-à-dire qu'un neurologue, nous, on est arrivé, on s'est dit, on sait faire des modèles prédictifs, on a plein de données, chouette, on va faire du diagnostic automatique. Et en fait, de regarder de travers, on dit, mais vous savez, la personne, dès qu'elle franchit le pas de la porte, je sais ce qu'elle a. Donc, c'est plutôt un besoin de quantification que de diagnostic. Parce que l'enjeu, c'est qu'est-ce qui se passe 6 mois plus tard quand la personne revient, qu'elle a un traitement, est-ce qu'il faut diminuer, augmenter le traitement? Et c'est d'avoir des repères comme ça, longitudinaux, justement. Mais tu as parlé au début de l'AVC, par exemple, c'est que des tests sur des gens âgés, il y a des gens jeunes qui font des AVC. Oui, complètement. C'est juste que la population qu'on avait, nous, mener ce genre d'études, il y a plein une préparation, il faut passer par des comités d'éthique pour dire exactement ce qu'on va faire, s'assurer aussi du recrutement des patients, etc. Donc, ça dépend avec quels services on traite et leur patientèle. Mais évidemment, il y a plein de... Là, le champ, il est important hein, sur le truc de l'équilibre. Mais on a des services de rééducation aussi à la Riboisière qui ont participé aux 3000. Hein, mais simplement, on n'a pas encore utilisé toutes les... Il y a beaucoup de données en fait. Voilà, donc, sur le fond, il y avait des choses intéressantes, certaines contre-intuitives, pas toutes. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a pu voir un peu notre test, s'il arrivait à dire des choses. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais ce qu'on a fait pour s'en rendre compte, c'était d'enlever une partie de la population et de voir comment évoluait la statistique. Donc, en gros, là, on a une statistique sans correction, la courbe orange. Là, on a les statistiques après correction. Et là, on a à la fois la MMD que je vous ai présenté au début, qui est basée sur des noyaux, et notre test, rouge et bleu. Vous voyez qu'ils sont très près l'un de l'autre. Ça se ressemble vraiment beaucoup, même si les principes sont quand même assez différents. Mais on voit que quand on enlève une partie des données, effectivement, on arrive de moins en moins à faire de différence. C'est logique, mais on voit qu'il y a ce régime un peu entre les deux. Et alors là, quand on enlève, alors là, on a respecté les proportions des shooters non-shooters. Là, il y a une petite astuce, c'est que là, on a enlevé juste les non-shooters, je crois. Et là, on voit que donc, ça ne respecte pas la proportion. Et donc, là, on se rapproche un peu du cas où on est sans correction. Quoi. Je ne sais pas très bien l'expliquer, mais en tout cas, voilà, il y a tout un régime ici qui n'était pas forcément identifié avant. Le message que je voulais passer là, c'est de dire qu'il y a un besoin considérable dans les sciences expérimentales de s'outiller avec des méthodologies pour traiter des données en grande dimension. Et aujourd'hui, il n'y a rien sur étagère, mais absolument rien. Or, les communautés mathématiques, statistiques développent des choses. Mais bon, ça nécessite de faire cet effort. Vous voyez, nous, ça nous a pris beaucoup de temps pour avoir des données, pour discuter avec des experts, pour arriver même à positionner ces travaux dans les revues qui intéressent les experts. C'est très compliqué. Parce que si vous n'utilisez pas les méthodologies standards, les reviewers balayent. Donc, il y a tout un enjeu de convaincre, en fait, de l'importance d'aller sur les méthodologies. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Il y a dans ces données-là, il y a la statistique en grande dimension s'est beaucoup développée les 20 dernières années, mais elle n'a pas encore franchi ce pas vraiment de la standardisation et de la commoditisation de la méthode, quoi, quelque part. Alors, ça peut paraître peut-être ingrat pour des matheux, mais je pense que ça a beaucoup de valeur. Et moi, personnellement, ce que j'en ai retiré, c'est beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Je pense que ça contribue aussi au renouvellement et au rafraîchissement des questions qu'on peut se poser aussi en tant que théoricien. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions dans la salle? J'ai une question pour vous, parce que vraiment, j'ai un tout petit peu perdu le fil, excuse-moi. Tu m'as dit qu'on comparait des paires de courbes, et ça veut dire c'est des courbes, c'est des mesures, yeux fermés, yeux pas fermés. En quoi c'était des paires? Je me souviens plus très bien. Alors, ça, je reviens sur l'introduction. Au tout début. Hein. Ouais. Non, mais après, là, c'est plus dans l'ingénierie de l'analyse des données. Mais dans ce problème-là, en fait. Les mots sont revenus dans Oui. Oui, tout à fait. Donc, en fait, chaque enregistrement sur une personne, c'est ça le test de Romberg, c'est le test clinique standard, c'est que la même personne, elle doit rester immobile 20 secondes, 30 secondes, ça dépend. Là, il y a aussi des débats dans les communautés médicales. Ça, d'ailleurs, aussi, c'est des sujets sur lesquels il faudrait trancher. Donc, il y a un enregistrement les yeux ouverts et un enregistrement, on supprime l'entrée visuelle. Donc, c'est ça. Donc, on compare les deux voilà. enregistrements. On s'attend à ce qu'il y ait plus d'instabilité quand les yeux sont fermés. Et ça semble être moins révélateur de... Enfin,
ça distingue moins finalement les populations de shooters, non-shooters. Il y a plein de choses qui sont aussi particulières. Il y a des choses à faire sur les sportifs, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que, je sais pas, les tireurs d'élite, là, qui font du sport, est-ce que ils ont des signatures posturographiques? Est-ce que leur cétokinésie, c'est ceux des personnes saines? Je suis pas du tout sûr. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à exploiter là-dessus. Après, il y a aussi des limitations très fortes, hein. C'est évident, mais il y a déjà une richesse qui n'est pas du tout exploitée, en tout cas, dans ces observations. Alors, ce que je voulais dire aussi, un autre travail qu'on a mené, qui me semble aussi intéressant, c'est dans la manière de représenter l'information. C'est-à-dire que là, on a une approche un peu naïve aussi, qui est de dire, on a un signal continu, on va calculer des caractéristiques, en gros, on fait des moyennes, hein. Bon, c'est pas dans le domaine fréquentiel, etc. Mais en gros, il n'y a pas de réflexion très poussée sur ce que je disais tout à l'heure sur les régimes de stationnarité. Parce que, par exemple, on parle d'équilibre, mais l'équilibre, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même on voit bien d'ailleurs, ces signatures-là, c'est juste être en équilibre, c'est juste une cascade de déséquilibres qu'on arrive à corriger en permanence. Donc voilà, mais il y a des points de fixation, on passe de points de fixation, il y a des endroits où on stabilise un peu, après, hop, on va changer de régime, on va être sur un autre point de fixation, etc. Donc, il y a comme des attracteurs et des temps de séjour dans les différentes phases comme ça. C'est pareil pour le regard, d'ailleurs. Quand on regarde les mouvements des yeux, on a aussi travaillé sur ces signaux-là. On a un peu le même genre de choses. Et en fait, c'est intéressant aussi de travailler sur des représentations discrètes de ces signaux, un peu comme des codes barres. Donc, on pourrait avoir des discrétisations de ces régimes avec une symbolisation de chaque phase et des notions de durée, intensité dans chaque. On peut avoir des espèces de phénotypes comme ça, très codifiés, de ce qu'est le comportement, qui est pour moi un peu le maillon faible aujourd'hui de l'étude de l'humain, enfin que ce soit dans le médical, dans tout le champ biomédical. C'est-à-dire qu'on fait des choses très sophistiquées en imagerie pour regarder à l'intérieur du corps, etc. Mais le comportement, tel que le mouvement, il y a quelques labos spécialisés là-dedans qui ont des moyens considérables pour tout digitaliser, mais en routine, en fait, on mesure rien. On mesure quasiment rien. Il y a juste les montres connectées, mais c'est pas assez fin pour avoir des éléments d'évolution comme ça sur certains dysfonctionnements du comportement. C'est un peu compliqué, le problème aussi d'avoir des données et de dire à quel point ça correspond. Comme ça se fait dans le problème pratique. Alors, justement, qu'est-ce que vous cherchez comme outil? Quel est le problème? Oui, là pour moi, on n'est pas vraiment dans la prédiction de la chute, même si on pourrait le faire, mais là aussi. Ça, c'est lié à la question de la prédiction. Ça serait plutôt, pour moi, là, ce que j'ai présenté, bon, déjà, on n'estime pas la loi. Je veux juste dire si les lois sont différentes. Est-ce qu'il y a un changement? Et donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est il y a la loi des gens qui ont des troubles de l'équilibre, la loi de ceux qui n'en ont pas. Est-ce que ce dispositif, est-ce que la posturographie permet de distinguer les deux populations? Donc on a des observations, on a ces éléments de diagnostic au niveau, et est-ce qu'on peut valider le dispositif? Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs médicaux qui sont validés, qui sont vendus, c'est un commerce important, mais ils ne sont pas validés avec des méthodologies statistiques, parce que aussi, c'est peut-être parce qu'on n'a pas observé suffisamment. Ou alors on a observé sur des tout petits échantillons avec seulement 1 ou 2 paramètres. Enfin, vous voyez comment c'est aussi facile on peut renvoyer à des articles scientifiques, choisir le bon test et montrer que c'est discriminant, hein, très facilement. En fait, la question qui peut poser cette question-là, c'est on veut travailler sur la prédiction. Après, tout dépend des données qu'on a et de la question qu'on pose. Et pour moi, il y a plein d'outils, plein de méthodologies pour répondre à cette question. Après, on a les bonnes données pour répondre dans ce sens-là. Oui. Et les expériences dont tu as parlé, pour ici, elles sont faites toujours pour des gens qui sont censés être à l'équilibre, sur une plateforme. Mais est-ce qu'elles sont faites également pour des gens en mouvement, par exemple? Est-ce qu'on peut tomber en marchant? Alors, oui, alors nous, on a pas mal d'acquisitions aussi. Là, la deuxième génération de chercheurs qui a travaillé sur ces sujets a beaucoup travaillé sur la locomotion avec des accéléromètres. Et donc, on a pas mal de données là-dessus. Ça a été aussi un protocole. Il y a eu plusieurs études en fait, qui ont été lancées sur l'étude du mouvement. La marche, c'est un constant défi. Exactement. Mais après, la marche régulière est très périodique, mais la marche de ces sujets présente d'autres caractéristiques. Donc là,
Là, il y a eu d'autres sujets qui étaient vraiment la segmentation et la recherche de régimes localement stationnaires. C'est la base pour faire quoi que ce soit. Mais c'est très riche aussi comme sujet. C'est encore plus riche que celui-ci, j'ai envie de dire. Tout à fait. Puis, mais même le statique, par exemple, il y a beaucoup de spécialistes qui mettent les gens qui mettent une espèce de tapis mousse en fait sur la plateforme de force. C'est pour accentuer en fait les choses. Donc nous, on avait aussi quelques enregistrements avec tapis mousse, mais qu'on n'a pas traités parce que là aussi, il faut arriver à standardiser tout ça, il faut en avoir suffisamment. Il y a plein de variantes déjà sur le statique. C'est extrêmement riche, mais l'étude de l'équilibre, c'est extrêmement riche. Puis il y a toutes les entrées aussi qu'on n'a pas. Il faudrait pouvoir synchroniser ça avec les entrées sensorielles, avec les entrées vestibulaires, les entrées proprioceptives. Enfin, il y a plein de. Mais les dispositifs s'alourdissent beaucoup parce que qui dit plus de capteurs, dit plus d'efforts de synchronisation, plus d'instrumentation aussi sur les patients, ce qu'on voudrait éviter. On ne voudrait pas que ça prenne trop de temps. On avait fait une fois sur un sujet parkinsonien dans une plateforme en laboratoire des enregistrements. Ça a duré 3 heures et la personne était exténuée à la fin. On a juste fait passer 2-3 fois. Il y avait plusieurs tests comme ça. Il y avait le statique, la marche. C'était vraiment très, très lourd. Donc, nous, on a quand même fait le parti pris aussi de dire on fait de la science dans l'hôpital, dans la consultation, en routine, pour avoir des données aussi près que possible. C'est vrai que si on imagine de pouvoir mettre en œuvre un jour, il faut que ces contraintes, elles infusent dès le début. Ça a été, je dis que c'est bien de se rapprocher des gens qui ont ces problématiques, mais c'est bien de les faire sur le terrain aussi parce qu'on a des contraintes qu'on n'a pas quand on est en laboratoire et qui sont aussi très. Enfin, pour moi, c'est aussi une source de richesse. En fait. Oui. Est-ce que vous avez éventuellement utilisé le machine learning pour étudier ces données et pour générer. Il y a beaucoup de machine learning derrière, effectivement. On n'a pas fait de l'IA génératif, c'est ce que tu dis. On a fait plutôt du génératif un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a pris des modèles de système dynamique de Langevin, et on a estimé des paramètres dans ces modèles, et on a régénéré des trajectoires avec les paramètres qui étaient estimés sur certaines personnes, pour voir si on arrivait à retrouver un peu les mêmes, sur des courbes générées comme ça, les mêmes caractéristiques statistiques qui sont employés en général. Donc, on a 2 papiers en fait sur cette approche-là, mais qui est plus une approche centrée modèle. Enfin, je pense qu'elle est plus dans la culture de votre laboratoire que les techniques qui font vraiment de la synthèse de données un peu sans forcément avoir de modèle derrière. Hein. Et puis, il faudrait, je pense, beaucoup plus de données aussi. Moi, je suis beaucoup plus sur, même si mon cœur d'expertise, c'est plutôt l'apprentissage, je travaille beaucoup sur des petites bases de données, sur l'idée aussi d'exploiter au mieux la connaissance qu'on a des modèles, des structures, etc. Donc, toutes ces approches-là, je les connais moins bien. J'y crois beaucoup moins, en fait, quelque part. En tout cas, pour des usages dans des contextes critiques, que ce soit en santé, dans l'industrie, on n'a pas les données. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir.